L'explosion de l'entrepôt du port de Nampo a eu un impact bien plus important que prévu. La grande quantité d'armes et de bombes stockées a déclenché une réaction en chaîne qui a détruit tout le port. Au beau milieu de la nuit, à 23h30, il y a eu 3 grandes explosions et plusieurs petites explosions. La première explosion a été provoquée par les forces spéciales qui ont utilisé des bombes, et les suivantes étaient des explosions en chaîne. La deuxième explosion aurait eu la force de 3 tonnes de trinitrotoluène. La troisième de 21 tonnes. Une explosion de 21 tonnes de trinitrotoluène équivaut à une ogive nucléaire tactique américaine comme le Davy Crockett. Ainsi, 2 explosions de cette ampleur, rares même en guerre, ont eu lieu. L'explosion était si puissante qu'on la voyait de loin. Et peu après, des vitres se brisaient et des gens tombaient sous l'effet de l'onde de choc. L'explosion, due à un mauvais stockage des armes dans l'entrepôt, a été détectée par satellite. Il était absurde de croire que la Corée du Nord, sans argent, puisse gérer un entrepôt logistique en sécurité. En conséquence, il y a eu 203 morts et 10 disparus. Rien que le nombre de blessés s'élevait à 820 personnes. Les dégâts matériels dépassaient 500 milliards de won, mais les forces spéciales ont pu se réfugier sans danger dans leur abri. Le conflit ne faisait que s'aggraver comme sur un escalator. La Corée du Nord a repris le relais. La Corée du Sud continuait sa progression, et beaucoup soupçonnaient qu'elle était responsable de l'incident au port de Nampo. L'armée nord-coréenne était terrifiée. Le problème, c'est que Kim Yeol-jong avait une idée complètement différente. Jusqu'à présent, Kim Yeol-jong avait l'image d'une personne impitoyable. Mais si elle cédait, l'armée nord-coréenne ferait encore moins confiance à Kim Yeol-jong. Cela pourrait même entraîner une rébellion militaire. De plus, la Corée du Nord, société très conservatrice, refusait une femme dirigeante. Ce genre de comportement de la part de Kim Yeol-jong entraînera une diminution de son statut. Kim Yeol-jong ne put l'ignorer et fit un choix qu'elle n'aurait jamais dû faire. Elle en est donc venue à la conclusion qu'il fallait mener une forte provocation militaire contre la Corée du Sud. Certains fonctionnaires ou généraux ont exprimé leur opposition, mais vu la situation, s'opposer à Kim Yeol-jong pouvait leur coûter la vie, donc personne n'osait vraiment la contredire. Finalement, les choses se sont déroulées exactement comme le souhaitait Kim Yeol-jong. Une rumeur inquiétante courait dans le poste avancé de la 22e brigade. C'était parce que les mouvements de l'armée nord-coréenne n'étaient pas normaux. Près de la zone démilitarisée, l'activité de l'armée nord-coréenne s'était intensifiée, et on pouvait également observer des déplacements d'armes lourdes nord-coréennes. En raison des récentes provocations, les relations nord-sud étaient très tendues. Ici aussi, la tension était maximale. Sur la base de renseignements de niveau 3 et 4, il a été jugé probable que l'armée nord-coréenne tente une provocation. Donc l'ordre de renforcer la préparation au combat a été donné à tous les postes de garde. Le chef du poste essayait de rassurer un à un les soldats effrayés, en leur disant qu'il n'y aurait pas de guerre, mais le poste, envahi par la peur, ne s'est pas calmé facilement. Alors le chef du poste a commencé à chanter la chanson militaire, les 5 dernières minutes, et a dit qu'il suffisait de tenir juste 5 minutes. Il plaisantait en disant que si on tenait 5 minutes, les avions de l'armée de l'air viendraient bombarder. Donc il suffisait de tenir 5 minutes, essayant ainsi de détendre l'atmosphère. Pendant ce temps, l'armée nord-coréenne préparait plusieurs batteries d'artillerie en visant le poste. L'atmosphère était extrêmement tendue. Avec un bruit de canon, l'armée nord-coréenne commet un acte qu'elle n'aurait jamais dû. Le 16 août 2020, l'armée nord-coréenne a attaqué le poste 1004 de la 22e brigade d'infanterie à Keorwon. L'armée nord-coréenne a riposté après la destruction du poste par la 3e division sud-coréenne. Après le bombardement, le chef du poste 1004 a déclenché l'alarme d'urgence pour riposter. Bien que le chef de poste reste calme, il était très tendu intérieurement. Son cœur battait comme un pendule, du ciel à la terre. Le grondement du bombardement faisait trembler la terre. Le 635e bataillon d'artillerie sud-coréen a détruit le poste nord-coréen en tirant 36 obus de 155 mm avec des canons K9 lors d'une contre-attaque intense. Le lendemain, le 16 août, l'armée nord-coréenne a attaqué de la même manière un poste sud-coréen à l'aide de la brigade d'artillerie automotrice relevant du 5e corps. L'artillerie automotrice employée alors était le M1974, un canon automoteur de 152 mm, à canon court et trapu. La Corée du Nord emploie un canon automoteur avec l'obusier chinois type 66 de 152 mm sur châssis des Hokeon. Ce canon automoteur a une portée effective de 17,4 km et peut tirer environ 6 à 7 obus par minute. L'armée nord-coréenne a automatisé plusieurs types d'artillerie et les a déployés dans toutes ses unités mécanisées. Ces canons automoteurs n'ont rien d'exceptionnel, ce sont juste des pièces d'artillerie montées sur des tracteurs. Ainsi, ils présentent une grande faiblesse face aux attaques d'artillerie ennemies et aux assauts d'infanterie. Cependant, comme les obus étaient de calibre 152 mm, leur puissance de destruction était énorme. Tout le poste était en feu, même si ce n'était que pour un court instant. À tel point que la communication entre le poste avancé de Cheonsa-U et le bataillon ligne de garde générale a été interrompue. Cependant, pour le poste avancé,
Vu son emplacement, ce n'est pas un simple poste, mais un bâtiment en béton armé avec des murs protecteurs de 50 à 200 mm d'épaisseur. En réalité, c'est pratiquement une forteresse. Il était presque impossible de détruire complètement ce bâtiment en béton armé avec un obus de 152 mm. Un obus a touché la cible et des débris sont sortis, mais elle n'a pas été détruite. Bien sûr, les tirs des soldats nord-coréens, les provocations par des coups de feu, se poursuivaient également. Les soldats nord-coréens ont commencé à tirer en rafale sur le poste de garde, avec une mitrailleuse anti-aérienne KPV, c'est-à-dire une mitrailleuse lourde de 14,5 mm. Il n'y a pas eu de victimes, mais la situation évoquait un champ de bataille, et des dégâts ont bien eu lieu, comme des obus de 152 mm explosés partout. Il y avait de nombreuses victimes. Plus de 150 obus étaient déjà tombés. Dans le bunker, le sol était couvert de sang et des gémissements résonnaient. C'est alors que l'armée sud-coréenne a riposté. Cheon Sa-hu, commandant du poste avancé, a lancé une attaque de représailles contre le poste nord-coréen. Cheon Sa-hu, commandant du poste avancé, a commencé à utiliser les armes collectives du bunker. Le Yongong est un missile anti-char avec une portée d'environ 2,5 km. Ce missile anti-char, inspiré du Spike israélien, est une arme guidée de dernière génération, tire et oublie, améliorant la précision et la sécurité de l'opérateur. Cela a grandement contribué à détruire les postes de garde nord-coréens, mais comme la plupart étaient déjà enterrés, seuls ceux en surface ont été touchés. Il fallait une autre arme et la communication se dégradait. La situation doit être signalée en temps réel à la hiérarchie pour qu'elle décide. En cas d'incident, il faut faire un rapport initial, intermédiaire et final. Le problème, c'est que le rapport initial avait été fait correctement, mais le rapport intermédiaire ne l'était pas. La situation évoluait aussi très vite. L'opérateur des équipements de communication, blessé, ne pouvait plus les utiliser. Ainsi, personne n'a pu transmettre de rapport à l'unité supérieure. Bien sûr, il était possible de contacter le commandement par d'autres moyens, mais vu la situation, il était impossible de le faire rapidement. Seules des informations intermittentes étaient transmises au commandement. Même au sein du bataillon Lee, la situation n'était pas bien comprise, et il ne pouvait se fier qu'à l'observation pour évaluer la situation. Mais plus que cela, les pertes subies par notre poste de garde étaient trop importantes, à ce moment-là. Face aux tirs provocateurs nord-coréens, l'armée sud-coréenne ripostait sans relâche avec la mitrailleuse K6. Cependant, un problème plus grave est survenu lorsque des débris se sont partiellement effondrés, à cause des bombardements, blessant certains membres de la compagnie gouvernementale du poste de garde Cheon Sa-hu, qui se sont retrouvés coincés dessous. Il y a également eu des soldats blessés par des brûlures à cause de l'incendie. Le nombre de victimes dépassait déjà 10 personnes. Le poste de garde Cheon Sa-hu était en plein chaos, et le procureur Cheon Sa-hu a mobilisé toutes les ressources pour sauver les soldats. Au début, il était dur de résister à la puissance d'un bataillon avec seulement 40 ou 50 soldats. Les soldats du poste de garde Cheon Sa-hu tiraient sur les Nord-Coréens comme s'ils étaient prêts à mourir. Malgré des blessures graves ou la perte d'un bras, certains soldats, en cas de panne d'armes, utilisèrent leurs dents pour reculer la culasse et continuèrent d'avancer, preuve d'une détermination héroïque. Face aux attaques continues, il devenait difficile de tenir. Le drapeau Taeguk du poste de garde Cheon Sa-hu flottait toujours dans la fumée noire. Le bombardement nord-coréen semblait tout faire s'effondrer. Puis cela arriva. 5 minutes après le début du combat, le 635e bataillon d'artillerie de la 3e division a apporté son soutien. Ils ont utilisé les K9 pour transformer l'origine du bombardement en ruine. Les explosions d'obus de 155 mm rendaient inutilisables la plupart des canons automoteurs de 152 mm ennemis. Le 635e bataillon d'artillerie a tiré 300 fois, réduisant la base de Chao du poste de garde nord-coréen en ruine. Au quartier général du bataillon, on cherchait à comprendre la situation du poste de garde, et on réclamait sans cesse par radio le rapport des pertes. Après la provocation nord-coréenne, le Conseil de sécurité nationale s'est réuni dans le bunker de Gupalo-byeon et a rapidement pris des décisions. Le ministre de la Défense était extrêmement en colère. Il a ordonné d'agir d'abord et de faire le rapport ensuite, au lieu de rapporter avant d'agir. L'armée de l'air sud-coréenne a aussitôt envoyé un F-15K armé de missiles de la 2e unité, dans le but de détruire les positions d'artillerie et les postes de garde nord-coréens. Le poste 1045 était alors un enfer, après plus de 150 obus et des communications coupées. Mais cela ne signifiait pas pour autant qu'on pouvait envoyer l'hélicoptère médical à l'intérieur du poste 1045. Le risque d'être abattu par les armes anti-aériennes nord-coréennes était trop élevé. Le commandant Lee devait donc attendre sans cesse la communication du poste 1045. Au même moment, au poste 1045, ils profitèrent d'une accalmie pour stabiliser la situation. Ils soignaient les blessés et combattaient l'incendie, entre autres. Ils prouvaient aussi leur expérience en redistribuant munitions et équipements. Et à 10h45, peu de temps après, un équipement qui allait mettre fin à ce combat est arrivé.
La Corée du Nord a depuis longtemps bâti de vastes installations souterraines et fortifié son territoire stratégiquement. L'armée sud-coréenne a conçu des armes offensives pour détruire les installations souterraines nord-coréennes. Actuellement, les armes sol-sol et air-sol servent de bunker busters. L'armée sud-coréenne rivalise avec toutes les autres en puissance de feu, type et quantité. Elle possède notamment des armes offensives contre les installations souterraines, largables par avion de combat. Suite à la provocation du Dix sur 45, l'armée sud-coréenne a lancé des F-15K et tiré des missiles Jaydan vers le poste de garde nord-coréen. Le missile Jaydan a touché la poste de garde nord-coréenne depuis le chasseur, détruisant aussi les installations souterraines. Ils n'ont pas seulement détruit un poste de garde, mais 5, démontrant la détermination de l'armée sud-coréenne. Grâce à ce missile Jaydan, les 5 postes de garde nord-coréens ont été complètement détruits, et l'attaque contre le poste de garde 1045 a également été totalement arrêtée. Cependant, les relations entre la Corée du Sud et la Corée du Nord ont désormais franchi un point de non-retour. On était à la veille de la guerre. Le DEFCON 3 restait en vigueur, tandis que les provocations nord-coréennes persistaient. La provocation contre le poste de garde 1045 était si grave que je l'ai détaillée. Mais de petites provocations persistaient aussi près de la zone démilitarisée et de la ligne de limite nord. En mer Jaune, 3 patrouilleurs nord-coréens ont tenté de franchir la ligne de limite nord mais ont été interceptés par la marine sud-coréenne. Près de la ligne de démarcation militaire, une trentaine de soldats nord-coréens ont semblé vouloir la franchir sans le faire. La 12e division a plusieurs fois averti à ce sujet. À cause des provocations nord-coréennes, la péninsule coréenne connaît sa plus forte tension depuis l'explosion de Yongbyon en 2010. Les médias du monde entier ont rapporté qu'une guerre pourrait bientôt éclater sur la péninsule coréenne. Les États-Unis ne pouvaient qu'être inquiets face à cette situation. Des rapports d'urgence se sont enchaînés au quartier général du commandement futur combiné. Il s'agissait de rapports faisant état de la détection de signaux de brouillage, système de positionnement global, ou de mouvements de troupes nord-coréennes. Jusqu'ici, les affrontements étaient locaux, mais ils montrèrent des signes d'escalade vers une guerre totale. Pour éviter la guerre, les États-Unis ont déployé des drones MQ, 9 Reaper et RQ, 4 Global Hawk, pour surveiller le nord de la zone démilitarisée. Les États-Unis étaient prêts à envoyer des B-52 pour éviter la guerre et ont laissé fuiter cette info dans les médias. Les Américains n'avaient pas encore évacué, mais par précaution, ils envoyèrent des messages aux citoyens américains résidant en Corée sur la manière d'évacuer en cas de besoin. De plus en plus d'étrangers ont commencé à quitter la Corée. Pendant ce temps, dans cette situation, les blessés et les morts du poste 1045 poste de garde ont été transportés d'urgence par voie terrestre à l'hôpital militaire de Pochon. Il y avait 22 morts. Ils étaient tous membres de la compagnie de renseignement, faisant partie des forces spéciales, désignées de la 22e brigade d'infanterie. 5 sont morts au combat, un sergent-chef, chef d'unité et 4 soldats. En particulier, le chef de l'unité principale a été tué par un obus, alors qu'il prodiguait les premiers soins à d'autres blessés, malgré ses propres blessures, ce qui a suscité beaucoup de tristesse. En outre, il y avait 3 personnes qui auraient pu être sauvées, mais qui ne l'ont pas été. 3 soldats ont été initialement classés comme blessés. Par peur que l'armée nord-coréenne abatte l'hélicoptère médical, il n'a pas pu être envoyé au poste de garde. Quand les combats se sont apaisés, les soldats sud-coréens ont été évacués par voie bio-terrestre vers l'hôpital de Pochon, mais ils sont morts, faute de rapidité. Situation déplorable, un problème plus grave survenait. Ils ont été évacués d'urgence à l'hôpital de Pochon, mais les soldats blessés n'ont pas reçu de soins adaptés. Il n'y avait aucun spécialiste pour soigner les blessures par balle. Dans un premier temps, des soins d'urgence ont été prodigués à l'hôpital militaire de Pochon. Mais comme ils n'ont finalement pas pu recevoir de traitement pour leurs blessures par balle, ils ont été transférés dans un hôpital civil. Heureusement, ils ont survécu, mais cela illustre la situation des hôpitaux militaires en Corée. Il existe 19 hôpitaux militaires dans le pays, mais aucun spécialiste des blessures par balle. En cas de symptômes graves, il faut se rendre dans un hôpital civil. Faute de personnel qualifié, la plupart des brancardiers militaires seraient remplacés par des non qualifiés. Moins de 1% des techniciens de laboratoire militaire, 2% des techniciens en radiologie et 3% des assistants dentaires militaires sont qualifiés. Parmi l'ensemble des brancardiers militaires, y compris ceux mentionnés, seuls 4% possèdent un certificat. Le problème, qui touche directement à la vie des soldats, n'a toujours pas été résolu. Bien sûr, cela n'a pas encore pris de plus grandes proportions. L'opinion publique était entièrement tournée vers la Corée du Nord. Il y avait certes des gens qui critiquaient l'armée, mais la population réclamait une avancée immédiate vers le nord. La colère du peuple atteignait des sommets. Il semblait que si l'on ne marchait pas immédiatement vers le nord, le bureau présidentiel serait incendié. Kim Yo-jong voyait le pouvoir nord-coréen se consolider autour d'elle, origine de la plupart des provocations du Nord. En cas d'instabilité en Corée du Nord, un ennemi extérieur est désigné pour unir le pays, ce qui rallie vite l'armée au parti. Le problème, c'est que, contrairement au passé, les soldats nord-coréens étaient terrifiés. Une grande peur entourait le 5e corps nord-coréen au centre de la provocation. L'armée sud-coréenne a presque détruit son artillerie et ses brigades lors de l'attaque. Pour le 5e corps nord-coréen,
Le canon automoteur de 152 mm Yoseonmun a été détruit et plus de 50 soldats tués. Si l'on considère qu'il y avait 6 morts lors du bombardement de Yonpyong, les pertes étaient énormes. En comptant les blessés, le nombre dépassait largement les 100 personnes. Ce chiffre concerne uniquement les pertes du 5e corps des canons automoteurs et de la brigade. Grâce au 2e missile tiré par l'armée de l'air sud-coréenne, 5 postes de garde nord-coréens ont été complètement détruits. Comme un bunker buster a été tiré, tout a été détruit jusqu'au sous-sol. Les soldats nord-coréens, pensant qu'ils seraient en sécurité sous terre, s'y sont réfugiés. Mais plus de 300 d'entre eux ont été tués par le bunker buster. C'était une perte énorme. Une rumeur s'est répandue chez les soldats nord-coréens, selon laquelle l'armée sud-coréenne avait changé. Par le bouche à oreille, on disait que plus de 500 soldats auraient été tués. L'armée sud-coréenne les terrifiait. Bien sûr, la hiérarchie tentait de réprimer ces rumeurs et allait jusqu'à punir ceux qui les propageaient. Mais cela ne suffisait pas à stopper la peur. Un nouveau problème de sécurité est survenu dans la 3e division. Des informations détaillées sur les pertes de l'armée nationale et la situation actuelle ont été divulguées à l'extérieur. La raison de cette fuite était également assez surprenante. Des officiers échangeaient des infos sur Telegram jusqu'à ce que l'un d'eux les divulgue à ses amis, causant la fuite. L'inspection de la 3e division est à nouveau très occupée. Des problèmes de communication persistent dans l'armée. Certains officiers, sous prétexte que les radios ne fonctionnaient pas pendant les opérations, ont déjà transmis à plusieurs reprises des informations opérationnelles via KakaoTalk ou Telegram, ce qui a entraîné des fuites. Dans ce contexte, la fuite d'informations est un sérieux problème. La 3e division a aussitôt relevé l'officier de ses fonctions. Le service d'inspection de la 3e division commence également à tout faire pour empêcher ce genre de problème de sécurité. Des personnes ont été arrêtées d'urgence pour avoir photographié la position des troupes de la 3e division et tenté de les envoyer en Chine. Un peu partout, les espions étaient très actifs. Une réunion secrète entre la Chine et les États-Unis s'est tenue à New York. Grâce à la provocation de la Corée du Nord cette fois-ci, un accord a finalement pu être conclu entre la Chine et les États-Unis. Ils ont tout décidé. Réaction à une avancée sud-coréenne, sanctions économiques mutuelles, rôle des forces américaines en Corée du Sud et gestion des armes nucléaires. Les États-Unis et la Chine tenaient de fréquentes réunions secrètes. Leurs échanges étaient alors très surprenants. La Chine affirme ne pas devoir intervenir dans les actions de la Corée du Nord, État souverain. Mais les États-Unis restent sceptiques. La Chine a aussi mis la pression sur les États-Unis. La Chine a précisé qu'elle ne soutenait pas une guerre illégale, mais a prévenu qu'en cas d'action militaire américaine en Corée, elle réagirait. Les États-Unis ont réagi fermement, affirmant qu'en cas de nouvelle provocation de la Corée du Nord, ils iraient jusqu'au bout. Tout cela visait à éviter à tout prix que la guerre ne devienne une 3e guerre mondiale. Les États-Unis et la Chine ne pensaient qu'à leurs intérêts, ignorant la Corée du Sud et du Nord. Bien qu'alliés, la réalité internationale montrait que ce n'était qu'une illusion. La Chine envoyait alors de nombreux drones à ses sociétés militaires privées. Officiellement, ils négociaient, mais en secret, ils envoyèrent des drones et préparaient la guerre contre la Corée. La technologie et la part de marché des drones chinois sont les premières mondiales, ce qui les rendait très menaçants. Ici, place Gwanghwamun, des dizaines de milliers de citoyens affluaient. Les citoyens en colère affluaient sur la place. Certains brandissaient le drapeau coréen, d'autres tenaient des bougies. De jeunes gens brandissaient des pancartes déclarant ne pas craindre la guerre, tandis que de nombreux adultes d'âge moyen regardèrent de nord avec colère. À ce moment-là, un citoyen tenant un micro s'est écrié avec désespoir. Lorsque sa voix s'est propagée à travers le haut-parleur, la foule a crié encore plus fort. Certains citoyens ont même brûlé le drapeau nord-coréen et le drapeau chinois à 5 étoiles sur le sol. Lorsque les flammes se sont élevées, les gens sont devenus encore plus agités. Les citoyens brandissaient le drapeau coréen en criant. Au sein de la foule, de jeunes hommes se rassemblaient et disaient aux manifestants de marcher jusqu'à la Maison Bleue. Les policiers, tendus, ont tenté de contrôler la foule, mais étaient impuissants face à la colère du peuple. Au même moment, une manifestation similaire avait lieu devant l'ambassade de Chine. Des centaines de citoyens se sont également rassemblés devant l'ambassade de Chine pour mener une manifestation anti-chinoise. Ils brandissèrent des banderoles affirmant que la péninsule coréenne n'est pas chinoise. Certains manifestants ont lancé des œufs et des bouteilles d'eau vers l'ambassade de Chine. Un citoyen excité a même tenté d'escalader le mur de l'ambassade, mais il a été arrêté par la police. La police a continué de diffuser des messages d'avertissement, mais la foule n'y a pas prêté attention. Au contraire, elle a crié encore plus fort. Au cours des 10 dernières années, le sentiment anti-chinois s'est intensifié en Corée du Sud. Désormais, un sentiment de haine envers la Chine est même apparu. Et avec cet incident, ce sentiment anti-chinois a finalement explosé. Dans certaines régions, des Chinois et des Joseonjok étaient agressés sans raison, attisant la colère du peuple.
Le gouvernement sud-coréen a réuni une cellule de crise pour préparer l'armée et discuter de mesures diplomatiques. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major ont insisté sur une réponse militaire rapide et une coopération avec les forces américaines. Le gouvernement de la République de Corée a également discuté de la possibilité de passer au niveau DEFCON 2. Toutes les forces armées seront maintenues en état d'alerte maximale. Cependant, en raison du maintien prolongé de l'état d'alerte, la fatigue des troupes augmentait considérablement. Il fallait donc résoudre ce problème de fatigue. Les États-Unis surveillaient aussi la situation en Corée. La Maison-Blanche a condamné la provocation nord-coréenne et envisagé des options militaires, dont le déploiement de forces en Corée du Sud. Mais les États-Unis avaient aussi des inquiétudes. S'ils décidèrent d'avancer en se préparant à la guerre, il y avait de fortes chances que cela mène à une guerre avec la Chine. Actuellement, des troupes chinoises sont stationnées en Corée du Nord. Dans ce cas, il y a de fortes chances qu'un affrontement ait lieu entre les forces américaines et chinoises. Cela pourrait entraîner une troisième guerre mondiale, voire nucléaire. C'est pourquoi les États-Unis prennent ce problème au sérieux. Les combats à 1045 postes de garde et la situation qui a suivi n'étaient pas de simples escarmouches locales. Cela représentait la structure de tension entre le nord et le sud, ainsi qu'une situation juste avant la guerre. La péninsule coréenne était enveloppée d'une atmosphère de guerre plus que jamais, et la communauté internationale surveillait de près cette situation. Les combats et la situation qui a suivi ne se résument pas à une simple affaire. Les combats et la situation ne sont pas des affaires simples.